Bonjour à tous, bienvenue à Faites-moi lire où nous allons parler de code, mais surtout de nous, de ce que ces lignes de calcul que sont les algorithmes font à nos vies, à nos choix, à nos désirs. Mon invitée s'appelle Aurélie Jean, elle est le grand témoin des champs libres, invitée du mardi de l'espace des sciences pour y évoquer l'amour, la sexualité au temps des algorithmes. Voyez-vous cela ? Car depuis 20 ans, cette Bretonne travaille dans un lieu à la fois reculé, central et périphérique, au cœur de la machine. Dans ce lieu et ce moment où un code décide, classe, recommande et finit parfois par gouverner silencieusement votre quotidien. Bonjour Aurélie Jean. Bonjour. Vous partez du code informatif, de la modélisation numérique, et vous remontez vers la société. Pouvez-vous nous présenter à nos téléspectateurs votre démarche ? Alors moi, ma démarche, c'est d'essayer d'aborder des grandes questions sociétales qu'on se pose aujourd'hui au regard des nouveaux usages numériques que nous avons pour communiquer, échanger, travailler, se déplacer, etc. À travers, en fait, ma discipline qui est la science algorithmique, parce que je développe des algorithmes principalement dans la santé, donc, mais dans plein d'autres domaines, je l'ai fait dans le passé. Et l'idée donc de ce livre, Le code a changé, amour et sexualité au temps des algorithmes, c'est d'aller réfléchir à ce que ces algorithmes, comment ces outils sont faits, comment ils sont développés, quels sont leurs effets sur nous en tant qu'individus, en tant que société, sur notre rapport à nous, notre rapport à l'autre, notre rapport à l'amour, et en particulier des outils pour aller communiquer, se découvrir, draguer, rompre, se tromper et tant d'autres choses. On va revenir sur le versant sexualité un petit peu plus tard. On va bien poser le sujet là, parce qu'en fait, la première affirmation, ce que vous dites, c'est le code, c'est jamais neutre. Contrairement aux apparences. Complètement. Quand on développe un modèle et que on l'intègre en fait dans un code de calcul, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, mais à la fin, lorsqu'on a un programme informatique embarqué dans un outil, ça peut être un outil dans nos téléphones portables, nos ordinateurs et autres, pour aller communiquer, ces outils, en fait, ont été pensés par des gens, par des concepteurs, tant sur l'outil lui-même, sur les conditions d'utilisation, sur les données sur lesquelles l'outil a été construit, donc les scénarios. Et donc, typiquement, partant de ce principe, nous, en tant qu'humains, on a des biais cognitifs. Et ces biais, on a tendance à les transmettre aux outils qu'on développe. Donc, c'est tout le sujet, en fait, de tous mes livres en général, c'est de dire, voilà, nous, concepteurs, avons des biais, nous tendons à les transmettre à l'outil que nous concevons, et par conséquent, cela peut créer ce qu'on appelle de la discrimination technologique. Par exemple, je donne souvent cet exemple, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale qu'on utilise sur nos téléphones et dans d'autres applications ne reconnaissaient pas les individus à peau noire, parce qu'ils avaient été conçus uniquement sur des photos d'individus blancs. Pourquoi ? Puisque les concepteurs étaient uniquement blancs. Donc ça aussi, c'est très important à les regarder. Et puis après, il y a les biais dans la société, c'est-à-dire que notre société n'est pas entièrement égalitaire, on le sait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être traités différemment en fonction de leur genre, de leur âge, de leur couleur de peau, etc. De leur classe économique. Et de leur classe sociale économique, etc. etc. Ça, en fait, ça va se traduire dans les jeux de données sur lesquels on va construire les outils d'IA, l'intelligence artificielle, les modèles algorithmiques. Et ça aussi, on risque de décupler des biais qui sont présents déjà dans la société. Donc, il faut faire très attention à comment on développe ces outils. J'entends bien, mais est-ce qu'au bout d'un moment, précisément, dès lors qu'on en a conscience, n'y a-t-il pas un moyen de réduire ces biais pour arriver finalement à une expression de code, comme on aurait une sorte de langage un peu tendanciellement universel. Alors, en tout cas, dénué de biais, je veux dire. Universel, c'est difficile parce que il y a toujours un facteur culturel et on sait que la culture est très différente d'un pays à l'autre. Voilà. Maintenant, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on peut réduire le risque de biais au sein des modèles de plein de manières différentes. Par exemple, la manière dont on va s'interroger au moment de choisir les jeux de données sur lesquels faire notre modèle. Il y a plein de manières. Tout ça, ça englobe ce qu'on appelle la gouvernance algorithmique, la gouvernance de l'intelligence artificielle, qui est un ensemble de pratiques, de bonnes pratiques pour s'assurer qu'on n'introduit pas un biais. Et encore une fois, le simple fait d'aller tester le jeu de données et de voir que dans un jeu de données qu'on a pourtant extrait de façon a priori représentative dans la société, présente des biais parce qu'on a des biais sexistes, racistes ou sur l'âge et tant d'autres choses dans la société, d'essayer de rectifier ces biais, de forcer le modèle à ne pas reproduire aveuglément ces biais, au risque en fait de creuser les discriminations qui existent déjà dans la société.
mal interprété, mal poussé, mal orienté, finalement, l'utilisation des algorithmes va réduire le champ des possibles par notamment l'utilisateur. Alors oui, il y a certains cas où lorsque l'utilisateur va utiliser un outil aveuglément sans penser en fait aux conséquences de l'usage de cet outil dans certains pans de sa vie. Donc vous avez des cas où, par exemple, où les conséquences ne sont pas très graves. Si vous utilisez un outil d'IA pour aller d'un point A, d'une rue A à une rue B, en vrai, si vous passez par un chemin X, Y ou Z, ça ne va pas forcément profondément changer votre vie, en considérant le fait que toutes ces rues sont safe, sécurisées. Maintenant, si vous utilisez des outils pour aller trouver le grand amour ou trouver le meilleur job en fonction de vos compétences, bah là, pour le coup, il y a peut-être un risque que l'outil crée une erreur, un biais, et que ça puisse avoir des conséquences sur vous, parce que ça va réduire le champ des possibles qui initialement était beaucoup plus large. Donc il faut faire très attention à ce que ces outils gardent le champ des possibles élargi, voire plus grand, et ne le réduisent pas à cause de biais, à cause d'erreurs ou à cause d'une utilisation par nous, utilisateurs, complètement aveugles, où on pense que l'outil peut résoudre tous les problèmes du monde. Et typiquement, lorsqu'on va chercher un travail, de se baser sur un outil d'IA pour aller trouver le meilleur job au meilleur endroit, bah, ça ne suffit pas forcément. Il faut aussi soi-même aller chercher, regarder et s'intéresser à ce qu'il y a autour pour élargir le champ des possibles. Dans votre réponse, il y a deux versants. Il y a le versant de l'utilisateur et donc sa capacité par mégarde, sans s'en rendre compte, de se fourvoyer, de se tromper. Alors, comme vous le dites, un lieu A, un lieu B, il n'y a pas de problème, mais pour aller chercher un job ou autre. Et il y a celui des producteurs. Et je voudrais qu'on sépare un petit peu les deux, car on va commencer par le nerf de la guerre, qui est la question du pouvoir. Vous l'avez dit, en fait, les algorithmes orientent nos lectures, orientent nos trajets, nous allons le voir, nos rencontres amoureuses, nos offres d'emploi, comme vous l'avez dit, voire les fils d'actualité en nous confortant dans une tendance statistique de nos lectures précédentes. Qui est derrière tout ça? Ce sont les ingénieurs, ce sont les grandes plateformes, c'est le modèle économique en lui-même, c'est d'un point de vue de relationnel à l'information elle-même qui fait qu'on ne peut plus consommer autrement l'information. Comment se répartit la responsabilité? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, c'est-à-dire que ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle des algorithmes de recommandation, qui vont nous recommander des choses à voir, à lire, à manger, ou voilà. Les algorithmes de recommandation sont extraordinaires et peuvent faire de grandes choses. Nous orienter intelligemment sur tel ou tel produit, tel film à regarder, tel article de journal à lire, etc. Cela étant dit, en fonction de comment ils sont conçus, ils peuvent porter à des dérives. Et l'une des premières dérives, c'est ce qu'on appelle les effets de filtre, de bulles de filtre. C'est-à-dire que ces algorithmes, pas tous, mais certains, vont par exemple s'appuyer, comme vous l'avez très bien dit, sur ce que vous avez aimé avant. En regardant ce que vous avez aimé avant, ils vont pouvoir vous classer, vous mettre dans une classe d'utilisateurs, de consommateurs. Et l'idée, c'est que les gens de votre classe, en fait, vous ressemblent, ont des comportements statistiques similaires. Sous-entendu, vous allez aimer les mêmes choses. Et l'idée est de dire, si un contenu a été aimé par une personne de votre classe, mais que vous n'avez pas encore vu, il y a de fortes chances que vous aimez aussi ce contenu, puisque vous êtes statistiquement similaires. Le problème de ça, c'est que lorsqu'on ne prête pas garde et qu'on va... Vous avez parlé de modèle économique, on va en reparler. Si on souhaite que les gens s'engagent de plus en plus sur ces plateformes, par exemple, ça peut être un réseau social, une plateforme de vidéo à la demande, etc., il va falloir les retenir le plus longtemps possible. Et pour ça, il y a un modèle qui s'appelle le modèle économique de l'attention, qui s'appuie justement sur cet effet bulle, où on va faire en sorte que vous restiez enfermé dans une bulle avec des gens qui vous ressemblent et que vous ne voyez au final que des contenus que les personnes comme vous aiment, et du coup, ça va entretenir votre niveau de joie et de contentement. Vous allez ne voir que des choses qui vous plaisent, sauf que... Et des bulles narcissiques. Voilà. Le problème de ces bulles, c'est que voir que ce qui nous plaît, c'est aussi voir ce en quoi on croit. Et par exemple, si je donne cet exemple souvent dans mes livres, c'est si vous croyez que la Terre est plate, oui, les platistes, il y a de fortes chances que vous receviez régulièrement du contenu qui vous dise que la Terre est plate, puisque ça satisfait votre croyance. Donc en fait, ces effets de bulle sont très dangereux, puisqu'ils orientent la vision du monde, ils peuvent manipuler l'opinion politique. Et donc partant de ce principe, c'est dangereux pour la société, la démocratie. Et donc c'est intéressant parce que
pourquoi on a ce modèle-là? C'est parce qu'on a un modèle économique qui retient l'attention et qui veut que vous soyez le plus longtemps possible, le plus souvent possible sur ces plateformes. En réalité, il n'y a aucune fatalité. L'effet bulle peut être empêché par des tests, justement, et s'assurer que l'individu n'est jamais dans une bulle rigide et au contraire peut passer d'une classe à l'autre, va avoir des contenus qui parfois vont le surprendre. Enfin, il y a plein de manières. Pratiquement, vous faites comment ? En pratique, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, éviter d'aller entraîner le modèle jusqu'à créer cette bulle rigide. Ça, pour le coup, après, c'est des mathématiques, mais d'éviter que la personne ne voit que des contenus que les gens similaires à elle voient. Et donc, on va faire des bulles, on va faire des classes beaucoup plus grandes et pas trop petites. On va éviter... Excusez-moi, j'entends bien sur l'architecture technique, même si je ne la connais pas, mais elle me paraît évidente. Ce que je veux dire, c'est comment vous pouvez donner l'ordre à un opérateur économique libre de respecter, par exemple, le fait de mélanger à 80% avec d'autres informations du même type et au final arrêter ce qui fait quand même la débâcle de la modernité, qui est les pigeons de Skinner, qui est le fait de continuer en boucle à vouloir bouffer de la même information. Ça, comment vous... Alors, il y a un moyen, c'est que les gens ne puissent pas être manipulés cognitivement sur ces réseaux. Et un moyen, c'est la méthode, donc, c'est d'aller éviter ces effets bulles, entre autres. Et le moyen de faire ça, c'est par exemple, si on prend le cas des réseaux sociaux, de certains réseaux sociaux en tout cas, qui ont de fortes dérives sur ces sujets, c'est de leur imposer le statut d'éditeur et pas seulement d'hébergeur. Aujourd'hui, ces réseaux, ils ont un statut d'hébergeur. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils se déresponsabilisent du contenu qui est posté sur leur réseau. Cela étant dit, il est très facile de démontrer que ce sont des éditeurs pour une simple raison, c'est qu'ils ont un contenu éditorialisé par les algorithmes de recommandation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le contenu que je vois est lié à l'algorithme de recommandation qui me suggère ce contenu. Ça veut dire quoi ? Suggère ce contenu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'éditorialisation, ce que je vois, est lié à un modèle algorithmique que ces développeurs conçoivent, le propriétaire du réseau social possède. Partant de ce principe, je n'ai jamais compris, en toute honnêteté, je n'ai jamais compris pourquoi on n'imposait pas plus facilement le statut d'éditeur à ces plateformes, puisqu'une fois qu'ils sont éditeurs, ils rentrent dans des règles strictes de responsabilisation des contenus qu'ils portent sur ces réseaux. Mais vous savez bien pourquoi. Ça fait quand même des années et des années que la France notamment, moi, mais tous les pays européens le demandent, et que l'Europe d'ailleurs essaie de le faire, mais sans succès, parce qu'on a les GAFAM Je pense que c'est un engagement politique. Et un certain président américain qui essaie précisément d'empêcher toutes ces possibilités de faire passer ça comme des éditeurs. C'est-à-dire, c'est toujours le même truc, c'est de dire il n'y a pas de responsabilité éditoriale chez Facebook, Instagram, etc., parce que les personnes qui postent sont les seuls responsables. Alors ça va se casser dedans. Je pense que ça va casser. Je l'espère. Vous savez, moi, je vis vis principalement aux États-Unis, qui est l'un des pays, paradoxalement, contre ce que les gens peuvent penser, l'un des pays les plus démocratiques au monde dans son fonctionnement. Ah, mais j'en suis bien persuadé. Et je peux vous assurer qu'il est très facile d'aller porter plainte auprès de la Cour suprême, d'aller porter plainte contre l'État, et qu'il y a des gens qui le font aujourd'hui dans plusieurs États américains, dont l'État où j'habite, qui est la Californie. Oui, alors il y a la Californie et 3 autres États, c'est pas tous les États. Il y a mais les GAFAM sont en Californie, donc vous voyez, la tension, elle est là-bas. Mais ça a commencé déjà il y a 2 ans, on en est tout. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on va y arriver pour des raisons toutes simples, de santé démocratique et de santé économique, puisque sans démocratie, il n'y a pas d'économie saine à mon goût. Donc, de toute façon, je pense qu'il y a un véritable engagement politique à avoir côté européen, à entretenir avec les États-Unis. Certes, il est difficile aujourd'hui avec le président, mais il n'y a pas que le président aux États-Unis, il y a des gouverneurs, il y a des gens avec qui on peut discuter. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ce n'est pas impossible. Vraiment, ce n'est pas impossible. Écoutez, et un jour, ça arrivera. Je l'espère de tout mon cœur, parce que je pense qu'on est quand même là, vous touchez, et vous avez tout à fait raison, un des éléments mais central de la perte à la fois du sens commun, de la culture, de la capacité d'esprit critique. C'est une catastrophe que nous vivons en ce moment. Et ce n'est pas une solution qui va tout résoudre. Non, ce n'est pas parce que, je veux dire, moi j'aime bien la répartition des responsabilités. C'est-à-dire que certes, les propriétaires de ces outils sont responsables, mais il y a plein d'autres responsables autour, et à commencer par les gens individuellement. Par exemple, je vous donne un exemple. Il serait, à mon goût, normal de pouvoir poursuivre quelqu'un qui va partager une fausse information sur les réseaux aveuglément sans en avoir vérifié la source. Pourquoi ? Parce que les gens partagent tout et n'importe quoi sans conséquence, sans la peur de conséquences. Après tout, vous pouvez tout à fait imaginer que les gens doivent aussi être responsables des informations qu'ils partagent. Partant de ce principe, les gens pourraient mieux se responsabiliser en disant « je ne partage pas cette information car je n'en suis pas certain ». Oui, mais c'est toujours à double entrée, parce que d'un côté, vous pourriez dire l'honnêteté, simplement même la bonne éducation,
devrait faire que quand on dit quelque chose, c'est encore on une donne autre son nom. solution. C'est encore. Voilà. Alors Après, moi, d'autres personnes vont vous dire, non, liberté. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, mais justement, les autres vont vous dire, liberté, vous on a le droit à l'anonymat. Vous savez pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Parce que je pense que c'est une certaine hypocrisie. Si déjà aujourd'hui, on s'attachait à punir de façon juste tous les gens qui agissent mal de façon non anonyme sur les réseaux, j'accepterais éventuellement d'avoir cette discussion. Le problème, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous allez lever l'anonymat, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'arrive pas déjà aujourd'hui à appliquer la loi sur des gens non anonymes, qu'est-ce qui me dit que de toute façon, demain, en levant l'anonymat sur tout le monde, ça va fonctionner? Je pense qu'il faut être beaucoup plus pragmatique et pratique. Et sincèrement, ce n'est pas l'anonymat qui est la première cause de propagation en fait, de haine, de harcèlement et autres. Par ailleurs, l'anonymat n'existe pas. C'est-à-dire que le pseudo-anonymat, aujourd'hui, si un juge exige de la part d'une plateforme d'obtenir en fait les adresses IP et de deviner si c'est possible. Avec 4 VPN qui vous envoient avec des DNS dans le monde entier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on ne fait pas. On le voit bien avec le Kremlin, on le voit bien avec la section des Chinois qui attaquent. C'est pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va... C'est pas parce qu'il y a un cas qui va contredire le propos qu'il ne faut pas agir. Non, mais ça, vous avez raison. Pour moi, ce n'est pas un argument. On a parlé de pouvoir, de démocratie, d'économie de l'attention. Et vous avez choisi d'appliquer votre grille à la lecture de ce qu'on a de plus sensible, encore une fois, l'amour, le désir, la sexualité. Alors, déjà, la première question, pourquoi avez-vous décidé de prolonger votre analyse vers ce territoire-là? Alors, avant, j'avais travaillé donc sur mon propre apprentissage, puis sur les algorithmes et la loi, sur la question de la régulation, de l'encadrement juridique de ces entités, de leur conception et de leurs usages. Et j'avais parlé aussi du sport avec Yannick Nyanga. Donc là, c'était vraiment essayer de trouver un nouveau terrain de jeu. Et l'amour, en plus, est peut-être le sujet le plus vieux de l'humanité. Et je trouvais ça intéressant parce que je voyais qu'il y avait beaucoup aussi de non-dits, d'ambiguïtés, de faux semblants, enfin de choses qui sont, de mythes qui se créent autour de l'IA qui pourrait résoudre tous les problèmes et pourrait aussi vous trouver le grand amour. Et moi, j'ai voulu creuser là-dessus. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre en m'attachant, encore une fois, à utiliser la science algorithmique comme base pour aller argumenter, pour réfléchir à ces sujets sous des angles philosophiques, sociologiques et autres. Alors, rapidement, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça accélère? Qu'est-ce que ça standardise? Qu'est-ce que ça appauvrit? Quel possible ça ouvre aussi? Alors, déjà, quand je parle d'algorithmes dans ce livre, je parle de différents types d'outils. Les gens ont tendance à penser application de rencontre, mais c'est une petite partie du livre. En réalité, c'est les textos qu'on va envoyer à l'être aimé, ça va être les réseaux sociaux, ça va être les réseaux professionnels comme LinkedIn, tous ces réseaux où on se met en scène, où on communique les uns avec les autres et on peut possiblement cristalliser l'autre. Et là, pour le coup, j'ai tout un chapitre qui parle de ça, de la cristallisation stendhalienne, cette capacité qu'on a à perfectionner celui qu'on va désirer, celui ou celle qu'on va désirer. Et en l'occurrence, les algorithmes qui font fonctionner ces outils, comme par exemple les réseaux sociaux, ont tendance à nous pousser à une sorte de narcissisme. Vous parliez de bulle narcissique, c'est exactement ça. À nous pousser à une sorte de narcissisme où on se mettrait en scène d'une manière assez perfectionnée par ailleurs, qui encouragerait l'autre à nous cristalliser davantage. Et donc, ce que j'explique dans le livre, c'est que, grosso modo, ce qui change, c'est qu'on a l'impression qu'on voit plus de gens, on a l'impression d'être dans une énorme île de la tentation, on a l'impression, en fait, que chacun nous plaît, qu'on se cristallise les uns les autres, etc. Et surtout, on a cette idée, et là, je reprends beaucoup les livres de Eva Illouz, la sociologue franco-israélienne, elle raconte justement, en particulier dans Pourquoi l'amour fait mal, où elle explique justement que tous les outils qu'on utilise au quotidien ont tendance à développer un narcissisme croissant. Ouais, donc moi, je l'explique sous l'angle algorithmique, comment, à cause de ces algorithmes de recommandation, et d'expliquer en fait que ce narcissisme grandissant nous ferait croire en fait que le bonheur ne viendrait que par soi-même et par l'amour qu'on porte à soi. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne s'est jamais autant aimé soi-même dans l'histoire de l'humanité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne, c'est qu'on a tendance à moins aimer l'autre et à penser que l'amour de l'autre, en fait, compte moins. Et ce qui est intéressant, parce que même si on parle de sexualité, d'amour amoureux, sentiments amoureux, il y a aussi les amours dont je parle aussi, l'amour aussi fraternel, l'amour familial, l'amour amical, tous ces amours-là qui sont aussi très importants et qui voient leur contour évoluer au regard des outils qu'on utilise, qui vont tendance à nous mettre dans des bulles, qui vont tendance à nous rendre un peu plus narcissiques, qui ont tendance
tendance à nous rendre aussi plus sensibles, c'est-à-dire qu'on a tendance à être très susceptibles maintenant sur ces réseaux. On n'accepte pas le désaccord, on n'accepte pas la chose qui fâche. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, on sont rompt très vite. Et on rompt très vite aussi. Et on rompt très vite, et on rompt de manière assez lâche, avec les phénomènes de ghosting, etc. Il y a quand même quelque chose tendanciellement un petit peu grave, c'est qu'on a l'impression qu'au modèle hérité finalement dans toute l'humanité, qui est l'amour, est une dimension relationnelle, avant d'être d'intra-subjective. Elle est relationnelle, voire communielle. Elle devient une recherche d'un perfectionnement d'un ensemble de données psychologiques, psychiques, physiques d'un individu qui aura pour but simplement de l'objectiver, non pas en quantité et en qualité. On a quand même une rupture anthropologique, là. Et surtout, ce que je dis aussi, c'est que le simple fait, et ces outils nous poussent à le faire davantage, le simple fait de se donner même inconsciemment des critères. C'est-à-dire, on recherche tel type de critères physiques, de critères socio-économiques, de critères... En fait, nous biaise profondément notre perception de l'autre et du monde et nous tend, en fait, à nous tromper. Donc, au final, celui qu'on biaise... Est-ce que c'est pas soi-même? J'allais faire un jeu de mots extrêmement vulgaire, mais c'est soi-même qu'on biaise. On se biaise soi-même puisqu'en fait on se trompe sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on a envie de faire, etc. Je crois beaucoup à la liberté de penser des gens, mais pour que les gens soient libres de penser et d'agir, il faut qu'ils aient les bons éléments de langage et les bons éléments de compréhension. Moi, dans ce livre, je leur ai expliqué comment les choses fonctionnent, quelles sont les dérives, quelles sont les opportunités, avec des cas concrets, des études scientifiques qui ont été faites. Par exemple, il y a tout un chapitre sur la distinction bourdieusienne. Parce que moi, je suis fascinée par cette théorie de Bourdieu de la distinction. Comme tous les Français. Voilà, où en fait, sans même s'exprimer explicitement de quelle classe on est, de quel capital économique on provient, etc., on arrive à le distinguer par des petits signes, implicites ou explicites. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'on pensait que ces outils numériques, les applications de rencontres, en l'occurrence, allaient ouvrir le champ des possibles et qu'on allait avoir une mixité ethnique, sociale, économique, culturelle, religieuse et autres, c'est l'inverse qui se passe. Il y a des études qui ont démontré qu'il y avait moins de mixité ethnique, sociale, religieuse, économique sur les applications de rencontres qu'en dehors des applications de rencontres. Et ça, je pense que ça dit beaucoup, quelque part, de la théorie de Bourdieu, qui est, selon moi, ce qu'il a essayé de démontrer, ce que je pense qu'il a démontré, mais ce qu'il a tenté de démontrer avec des enquêtes, est là démontré sur des données réelles, sur des gens qui ne se savent pas observer, sur les applications de rencontres, où on tend à se distinguer les uns les autres. Et ces algorithmes, ces outils tendent à plus de distinction. Pourquoi? Puisque les algorithmes de recommandation, rappelez-vous, vous recommandent ce que vous aimez. Donc il arrive à un moment où tous vos biais naissants ne seront jamais contredits par une rencontre soudaine, pas du tout prévue. Et en fait, voilà, et pourquoi ces applications de rencontres fonctionnent comme ça? Parce qu'elles fonctionnent sur le même modèle économique que la plupart des réseaux sociaux, qui est le modèle économique de l'attention. Je le dis avec humour, mais si les applications de rencontres pouvaient vous faire trouver le grand amour en un clic, elles mettraient la clé sous la porte. Ce qu'elles veulent, c'est que vous reveniez régulièrement. Donc la réalité, c'est que bien évidemment, ce qu'elles veulent, c'est que vous alliez pas forcément vers les bonnes personnes, que ça ronque, que vous reveniez après sur le site, que vous parliez avec plusieurs personnes à la fois, etc., etc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on se rend compte, on n'arrive pas à résoudre les problèmes sous-jacents aux réseaux sociaux chez les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau typiquement interdire les réseaux sociaux en dessous d'un certain âge, je vois très régulièrement, et les parents me le disent sans aucun problème, que leur enfant de 10 ans est sur TikTok. Ils ne se rendent pas compte que déjà c'est illégal, c'est interdit, mais qu'en plus c'est nocif pour l'enfant. Donc en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut à tout prix parler aux enfants, mais je pense qu'il faut parler aux parents et aux adultes. Mais aussi et surtout, c'est que moi-même, je n'étais pas initialement pour l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ou 16 ans, parce que je me dis, après tout, parce qu'en France, c'était à partir de 13 ans qu'on pouvait. De 13 ans à 15 ans, après tout, on peut être éduqué, Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Absolument. Et qu'en réalité, même avant 16 ans, je me dis, est-ce qu'on on a la maturité cognitive pour recevoir l'information, la traiter et agir en conséquence? Une véritable question. Et je pense que je suis pas psychologue, je suis pas neuroscientifique, mais je pense qu'il y a des réels enjeux qui pourraient pousser à interdire ces outils dans les mains de jeunes de moins de 16 ans. J'ai pas envie de parler d'un jeune de moins de 16 ans comme un consommateur. On devrait pas le voir comme ça. Et donc il y a une vraie... J'ai pas la réponse, mais clairement, plus ça va et plus je suis attirée par l'idée de ne pas mettre à disposition ces outils pour les moins de 16 ans, puisqu'on voit bien que ça ne marche pas. Vous pensez donc qu'il est encore possible qu'on ait une nouvelle aurore où les gens ouvrent les yeux en se disant « mais
waouh, là, pendant quelques années, on a un petit peu perdu la possibilité d'observer le monde autrement. Moi, je suis assez d'accord avec ça, puisque je pense que parfois, il faut tomber bas pour remonter et pour se rendre compte rétrospectivement de ce qui nous a manqué, des choses qu'on a peut-être fait mal et de savoir comment les faire bien meilleures. Et donc, partant de ce principe, moi, je crois assez que... Et pour ça, il faut aussi, je le dis avec une grande transparence, écouter et lire les bonnes personnes, puisqu'on a beaucoup, malheureusement, dans les médias aussi et sur la place publique, dans le débat public, des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui disent un peu n'importe quoi, soit sous un angle fantasmagorique, soit sous un angle dramatique, long-termiste, apocalyptique. Mais en tout cas, il faut arriver à trouver la mesure dans les propos que l'on partage et les sujets qu'on communique entre nous. Vous aurez compris qui Faites-moi lire vous recommande de lire. Merci Aurélie Jean, merci d'avoir accepté cette plongée dans vos idées, vos codes et puis dans le pouvoir et l'intimité. Je rappelle le titre de votre dernier essai, Le code a changé, amour et sexualité au temps des algorithmes, aux éditions de l'Observatoire. Faites-moi lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.